Chapitre 3. L'abandon. Abandonner quelqu'un, c'est le quitter, le laisser, ne pas vouloir s'en occuper. Plusieurs personnes confondent le rejet et l'abandon. Regardons ensemble la différence. Si dans un couple, par exemple, l'un des partenaires décide de rejeter l'autre, il le repousse pour ne plus l'avoir à ses côtés. Si par contre il décide de l'abandonner, il le quitte, il s'en va pour s'en éloigner, temporairement ou définitivement. La blessure vécue dans le cas d'un abandon est la deuxième plus souffrante après celle du rejet, car ces deux dernières touchent l'être directement. Les trois prochaines blessures se situent davantage au niveau du avoir et du faire. Voici quelques exemples de situations pouvant réveiller la blessure d'abandon chez un enfant. Un petit enfant peut se sentir abandonné si sa mère se trouve tout à coup très occupée avec un nouveau bébé. Le sentiment d'abandon sera d'autant plus fort si le bébé nécessite plus de soins parce qu'il est souvent malade ou handicapé. L'enfant aura l'impression que sa mère le quitte continuellement pour s'occuper du bébé. Il commencera à croire que ce sera ainsi pour toujours, qu'il ne retrouvera plus jamais sa maman d'autrefois. Si ses parents partent travailler tous les jours et ont très peu de temps pour lui, lorsqu'il est amené à l'hôpital et qu'on doit le laisser là-bas, il ne comprend pas ce qui lui arrive. S'il est conscient qu'il a été le moindrement détestable dans les semaines précédentes et s'il a senti que ses parents en avaient assez de lui, le sentiment d'abandon pourrait être plus prononcé. À l'hôpital, il pourrait décider de croire que ses parents l'ont abandonné pour toujours. Même si ses parents vont le voir tous les jours, la douleur enregistrée au moment où il s'est senti abandonné prend le dessus. Cette souffrance l'incite à commencer à se créer un masque, croyant que celui-ci l'aidera à ne plus revivre cette douleur. Lorsque ses parents l'emmènent chez une gardienne pendant leurs vacances, même si c'est chez grand-mère. Si sa mère est toujours malade et que son père est trop occupé ou absent pour s'occuper de lui, il est obligé de se débrouiller tout seul. J'ai connu une dame qui a eu une peur terrible lorsque son père est décédé alors qu'elle avait 18 ans. Ce décès, qui fut pour elle comme un abandon de sa part, a été très marquant car depuis plusieurs années, sa mère ne cessait de lui dire qu'elle la mettrait à la porte dès qu'elle aurait 21 ans. Cette dame, qui se sentait rejetée par sa mère, a eu peur car elle ne faisait que penser: que va-t-il m'arriver sans papa pour s'occuper de moi lorsque je devrais partir toute seule de la maison familiale? Plusieurs personnes souffrant de la blessure d'abandon ont témoigné d'un manque de communication de la part de leurs parents du sexe opposé lorsqu'elles étaient jeunes. Elles trouvaient ce parent trop enfermé et lui en voulaient de laisser l'autre parent prendre toute la place. Plusieurs de ces personnes étaient convaincues qu'elles n'intéressaient pas leurs parents du sexe opposé. Selon mes observations, la blessure d'abandon est vécue avec le parent du sexe opposé. Par contre, j'ai remarqué que très souvent, une personne souffrant d'abandon vit aussi du rejet. Étant jeune, elle s'est sentie rejetée par son parent du même sexe et abandonnée par le parent du sexe opposé, qui, selon elle, aurait dû s'occuper davantage d'elle et aurait surtout dû veiller à ce qu'elle soit moins rejetée par l'autre parent. Un enfant peut vivre une expérience où il se sent abandonné par son parent du même sexe, mais en réalité, c'est la blessure du rejet qu'il ressent avec ce parent. Pourquoi ? Parce que son parent du même sexe qui ne s'occupe pas de lui agit ainsi parce qu'il se rejette lui-même, et c'est ça que l'enfant sent au plus profond de lui-même. Lorsqu'un parent se rejette et qu'il a un enfant du même sexe que lui, il est tout à fait normal et humain qu'il rejette cet enfant, même inconsciemment, car celui-ci le ramène à lui-même constamment. L'exemple de la dame qui a perdu son père à 18 ans illustre bien cette double blessure de rejet et d'abandon.
En approfondissant davantage cette étude de caractère, tu réaliseras que la majorité des gens ont plusieurs blessures. Toutefois, elles n'ont pas toutes le même degré de douleur. Ceux qui souffrent d'abandon ne se sentent pas assez nourris affectivement. Le manque de nourriture physique peut aussi causer la blessure d'abandon qui commence habituellement avant l'âge de 2 ans. Le masque que l'humain se crée pour tenter de se cacher et cacher cette blessure est celui de dépendant. J'utiliserai donc ce mot pour décrire la personne qui souffre d'abandon. Je l'appellerai tout au long du livre le dépendant. Ce masque est caractérisé par un corps qui manque de tonus. Un corps lent, mince et qui s'affaisse indique une blessure d'abandon plus importante. Le système musculaire est sous-développé et semble ne pas pouvoir tenir le corps droit, tout comme s'il avait besoin d'aide. Le corps s'exprime exactement ce qui se passe à l'intérieur d'une personne. Le dépendant croit qu'il ne peut arriver à rien tout seul et qu'il a besoin de quelqu'un pour le supporter. Son corps reflète ce besoin de soutien. On peut facilement voir en cette personne le petit enfant qui a besoin d'aide. De grands yeux tristes indiquent aussi la blessure d'abandon. Ce sont des yeux qui semblent vouloir attirer l'autre par le regard. Les jambes sont faibles, on a souvent l'impression que les bras sont trop lents, qu'ils pendent le long du corps. C'est le genre de personne qui ne semble pas savoir que faire de ses bras lorsqu'elle se tient debout, surtout lorsque d'autres personnes la regardent. Lorsqu'une partie du corps semble située plus basse que la norme, cela est aussi une caractéristique du masque de dépendant. Il peut aussi avoir le dos courbé, comme si sa colonne ne pouvait le supporter complètement. Certaines parties du corps peuvent être tombantes ou flasques, comme les épaules, les seins, les fesses, les joues, le ventre, le scrotum chez les hommes. Comme tu peux voir, la caractéristique la plus frappante chez le dépendant est le manque de tonus des chairs. Aussitôt que tu vois une partie du corps qui est molle, tu peux en déduire que cette personne porte le masque de dépendant pour cacher sa blessure d'abandon. N'oublie pas que c'est l'intensité de la blessure qui détermine l'épaisseur du masque. Une personne très dépendante aura toutes les caractéristiques mentionnées plus haut. Si une autre n'en a que quelques-unes, c'est que sa blessure est moins grande. Il est important de savoir que dans le cas où une personne est grosse et manque de tonus dans certaines parties de son corps, son excès de poids indique une autre blessure que nous verrons plus loin dans ce livre, alors que son manque de tonus indique sa blessure d'abandon. Tu devras aussi apprendre à bien faire la différence entre le masque de fuyant et celui du dépendant. Il peut y avoir 2 personnes très minces à côté de toi. L'une est fuyante, tandis que l'autre est dépendante. Toutes les deux peuvent avoir de petites chevilles et petits poignets. La différence se voit surtout dans le tonus. La personne fuyante, malgré sa minceur et sa petitesse, se tiendra bien, tandis que la personne dépendante aura une posture qui s'affaisse. On a l'impression que le fuyant a plutôt la peau collée sur les os, mais avec un système musculaire solide, tandis que le dépendant a plus de chair, mais il manque de tonus. Lorsqu'une personne souffre des 2 blessures de rejet et d'abandon, tu pourras retrouver dans son corps certaines caractéristiques du fuyant et du dépendant. La blessure qui saute aux yeux le plus indique celle dont la personne souffre le plus souvent. Regarder les gens autour de soi pour découvrir leurs blessures est un excellent exercice d'intuition, parce que le corps nous dit tout sur la personne. Il y a de plus en plus de gens qui essayent par tous les moyens de modifier l'apparence de leur corps, par exemple avec la chirurgie esthétique ou le développement excessif des muscles par l'haltérophilie. Lorsque nous tentons de cacher aux autres notre corps, nous essayons de dissimuler les blessures qui correspondent aux parties altérées.
C'est vraiment avec notre intuition que nous pouvons découvrir chez les autres ces parties transformées. J'ai rencontré ce genre de personnes à plusieurs reprises. Par exemple, en observant une cliente lors d'une consultation, j'observe chez elle une belle poitrine ferme, alors que ma toute première impression en la regardant a été de la voir avec des seins pendants. C'est un flash de quelques secondes. Comme j'ai appris à faire confiance à mon intuition, je lui dis « C'est drôle, je te regarde et je remarque de beaux seins fermes, mais j'ai vu très vite, un peu plus tôt, des petits seins pendants. Est-il possible que tu aies été opérée ?» Elle me confirme qu'effectivement, elle avait eu recours à la chirurgie esthétique parce qu'elle n'aimait pas ses seins. Il est un peu plus difficile de bien voir certains détails, surtout le tonus de la chair chez la femme à cause des soutiens-gorge, des coussinets pour rembourrer les épaules et les fesses et d'autres accessoires qui sèment la confusion. De toute façon, la personne qui se regarde dans le miroir ne peut pas se mentir. Il est donc recommandé de suivre son intuition et le premier sentiment qui monte en regardant une autre personne. Je connais des hommes qui font de l'haltérophilie depuis qu'ils sont jeunes et pourtant, malgré leurs beaux gros muscles, on peut sentir un manque de tonus quand même. C'est ce qui explique que lorsque ces hommes arrêtent leur exercice physique, ils se retrouvent avec un corps très flasque. Cela se produit seulement chez les hommes dépendants. Ce n'est pas parce qu'on cache une blessure par des moyens physiques que la blessure est réglée. Je reviens à mon exemple de plaie sur une main cité au premier chapitre. Même lorsque la personne cache sa main dans un gant ou derrière son dos, sa blessure n'est pas guérie pour autant. Le dépendant est celui des 5 différents types qui est le plus apte à devenir victime. Il y a de fortes chances qu'un de ses parents, ou même les deux, soit aussi victime. Une victime, c'est une personne qui crée dans sa vie des difficultés de toutes sortes, surtout des problèmes de santé pour attirer l'attention. Cela répond aux besoins du dépendant qui croit ne jamais en avoir assez. Lorsqu'il semble vouloir attirer l'attention par divers moyens, en réalité, il cherche à se sentir assez important pour recevoir du support. Il croit que s'il n'arrive pas à attirer l'attention de l'autre, il ne pourra pas compter sur cette personne. On peut remarquer ce phénomène chez les dépendants lorsqu'ils sont encore très jeunes. L'enfant dépendant a besoin de sentir que s'il fait un faux pas, il pourra compter sur quelqu'un pour le remettre sur pied. C'est une personne qui dramatise beaucoup. Le moindre petit incident prend des proportions gigantesques. Si par exemple son conjoint n'appelle pas pour prévenir qu'il sera en retard, elle pense au pire et ne comprend pas pourquoi il la fait tant souffrir en ne l'informant pas. En voyant une personne qui se comporte en victime, on se demande souvent comment elle parvient à se faire arriver autant de problèmes. Le dépendant, lui, ne vit pas ces événements comme des difficultés. Ces problèmes lui apportent plutôt le cadeau d'avoir de l'attention. Cela lui évite de se sentir abandonné. Être abandonné est plus douloureux à vivre pour lui que les divers problèmes qu'il s'attire. Seul un autre dépendant peut vraiment comprendre cela. Plus une personne agit en victime, plus sa blessure d'abandon devient importante. J'ai pu constater aussi qu'une victime aime très souvent jouer le rôle de sauveur. Par exemple, le dépendant va jouer le rôle de parent vis-à-vis de ses frères et sœurs ou cherchera à sauver quelqu'un qu'il aime d'une difficulté quelconque. Ce sont des moyens subtils de recevoir de l'attention. Par contre, lorsque le dépendant fait beaucoup de choses pour une autre personne, il désire surtout se faire complimenter, se sentir important. Cette attitude apporte cependant souvent des maux de dos, car il se met sur le dos des responsabilités qui ne lui appartiennent pas. Il a souvent des hauts et des bas. Pendant un certain temps, il est heureux et tout va bien, et tout à coup, il se sent malheureux et triste. Il se demande même pourquoi, car très souvent cette situation arrive sans raison apparente. En cherchant bien,
il pourrait découvrir sa peur de la solitude. La forme d'aide dont le dépendant a le plus grandement besoin est le soutien des autres. Qu'il ait ou non de la difficulté à prendre des décisions par lui-même, le dépendant demande généralement l'opinion ou l'approbation des autres avant de décider. Il a besoin de se sentir soutenu, supporté dans ses décisions. C'est la raison pour laquelle ce genre d'individu passera pour quelqu'un qui a de la difficulté à se décider. Mais en réalité, il ne se décide pas au doute de sa décision seulement lorsqu'il ne se sent pas appuyé par quelqu'un d'autre. Ses attentes face aux autres sont en fonction de ce qu'ils peuvent faire pour l'aider. Toutefois, ce n'est pas tant de l'aide physique qu'il recherche, mais plutôt de se sentir soutenu par quelqu'un dans ce qu'il fait ou veut faire. Quand il est soutenu, il se sent aidé et aimé. Bien qu'il ait besoin de support, il est intéressant de constater que le dépendant utilise souvent l'expression « je ne supporte pas ». Cela indique à quel point nous faisons très souvent aux autres sans nous en apercevoir ce que nous leur reprochons ou ce que nous avons peur qu'ils nous fassent. Le dépendant peut passer pour paresseux, car il n'aime pas faire des activités ou du travail physique seul. Il a besoin de la présence de quelqu'un d'autre pour le supporter. Lorsqu'il fait quelque chose pour une personne, ce sera avec l'attente d'un retour d'affection. Lorsqu'il reçoit l'affection souhaitée en faisant une activité agréable avec quelqu'un d'autre, il désire que ça dure. Quand ça se termine, il dira « c'est dommage que ça soit déjà fini ». La fin de quelque chose d'agréable est vécue comme un abandon. La personne dépendante qui est dans sa partie victime a tendance à avoir, surtout chez la femme, une petite voix d'enfant et à poser beaucoup de questions. Cela se voit quand elle demande de l'aide. Elle a beaucoup de difficultés à accepter un refus et a tendance à insister. Plus elle souffre en se faisant dire non, plus elle est prête à utiliser tous les moyens pour obtenir ce qu'elle veut, c'est-à-dire la manipulation, la bouderie, le chantage, etc. Le dépendant demande donc souvent des conseils parce qu'il ne se croit pas capable d'y arriver seul. Mais il n'écoute pas nécessairement les suggestions reçues. Il fera par la suite ce qu'il veut, puisque ce qu'il recherchait n'était pas nécessairement de l'aide, mais plutôt du soutien. Lorsqu'il marche avec d'autres personnes, il les laisse passer devant lui car il préfère que les autres le guident. Il croit que s'il se débrouille trop bien seul, personne ne s'occupera de lui à l'avenir et l'isolement qu'il veut fuir à tout prix se produira. La solitude est en effet la plus grande peur du dépendant. Il est convaincu de ne pas pouvoir la gérer. C'est pourquoi il s'accroche aux autres et fait tout pour obtenir de l'attention. Il est prêt à faire de multiples pirouettes pour être aimé, pour qu'on ne le laisse pas. Il est capable d'endurer des situations très difficiles avant d'y mettre fin. Sa peur est « que vais-je faire seul ? Que vais-je devenir ? Que va-t-il m'arriver ?» Il est souvent en conflit avec lui-même car d'un côté il demande beaucoup d'attention et d'un autre il a peur que s'il en demande trop, ça finisse par déranger l'autre. Ce dernier pourrait alors le délaisser. On pense du dépendant qu'il aime la souffrance pour tolérer certaines situations, bien qu'il ne l'admette pas. Prenons l'exemple d'une femme qui vit avec un alcoolique ou qui est battue. Sa souffrance est peut-être plus grande à le laisser qu'à endurer ce qu'elle vit. En fait, son existence repose sur l'espoir, un espoir émotif. Elle ne peut admettre sa blessure car en le faisant, elle risquerait de revivre la souffrance que cette blessure représente. La personne dépendante est celle qui a la plus grande capacité à ne pas voir le problème dans son couple. Elle préfère croire que tout va bien parce qu'elle craint d'être abandonnée. Si l'autre lui annonce qu'il veut partir, elle souffre énormément parce que ne voyant pas les problèmes, elle ne s'y attendait pas. Si c'est ton cas et que tu te vois t'accrocher, faire des pirouettes par peur d'être abandonné, tu dois te donner du soutien. Trouve une image mentale, imagine quelque chose qui te donne du support.
Ne te lâche surtout pas lorsque tu vis des moments de désespoir et que tu crois que tu ne peux plus te faire aider de l'extérieur. Tu crois peut-être que tu ne peux pas t'en sortir seul, mais il y a une solution à tout problème. En te supportant toi-même, la lumière se fera et tu trouveras la solution. Le dépendant a beaucoup de difficultés avec le mot laisser qui, pour lui, est synonyme d'abandonner. Si par exemple le dépendant parle avec une personne qui lui dit « Je dois te laisser, je dois partir », le cœur lui fait mal. Le simple fait d'entendre le mot « laisser », même au téléphone, soulève des émotions en lui. Pour ne pas se sentir abandonné, il faudra que l'autre lui explique la raison de son départ sans utiliser ce mot. Lorsque le dépendant se sent abandonné, il croit qu'il n'est pas assez important pour mériter l'attention de l'autre. J'ai souvent remarqué que si j'ose regarder ma montre pour vérifier l'heure, ce que je fais souvent à cause de mon horaire chargé, lorsque je suis en compagnie d'une personne dépendante, son visage change. Je sens à quel point ce geste la dérange. Elle croit tout de suite que ce que j'ai à faire est plus important qu'elle. Ce genre de personne a aussi de la difficulté à quitter un endroit ou à laisser une situation. Même si le lieu où elle va lui semble agréable, elle est triste à l'idée de partir. Prenons l'exemple de quelqu'un qui part pour un voyage quelques semaines. Il aura de la difficulté à laisser les siens, son travail ou sa maison. Une fois rendu ailleurs, lorsque viendra le temps de revenir chez lui, il vivra à nouveau une résistance à quitter ce lieu ainsi que les personnes qui s'y trouvent. L'émotion la plus intense vécue par le dépendant est la tristesse. Il la ressent au plus profond de lui sans comprendre ni pouvoir expliquer d'où elle vient. Pour ne pas la sentir, il recherche la présence des autres. Il peut cependant aller à l'autre extrême, c'est-à-dire se retirer, laisser tomber la personne ou la situation qui lui cause cette tristesse ou ce sentiment de solitude. Il ne réalise pas que chaque fois qu'il laisse tomber quelqu'un ou quelque chose, il abandonne à son tour. En moment de crise, il peut même aller jusqu'à penser au suicide. En général, il ne fera qu'en parler et menacer les autres de le faire, mais il ne le fera pas car tout ce qu'il recherche, c'est du soutien. S'il fait une tentative de suicide, il se manquera. Si après plusieurs essais, personne ne veut le soutenir, il est possible qu'il finisse par se suicider véritablement. Le dépendant a aussi peur de toute forme d'autorité. Il s'imagine que quelqu'un qui utilise une voix ou affiche un air autoritaire ne voudra pas s'occuper de lui. Il le croit indifférent et froid. C'est pour cette raison qu'il est chaleureux avec les autres, même au point de se forcer parfois. Il croit qu'en étant ainsi, les autres se rendent chaleureux, attentifs, non froids et non autoritaires. Le dépendant utilise souvent le mot « absent » ou le mot « seul ». En parlant de son enfance par exemple, il dira qu'on le laissait souvent seul, que sa mère ou son père étaient absents. Il peut reconnaître qu'il souffre d'isolement lorsqu'il vit une grande anxiété à l'idée d'être seul. Il croit que tout serait tellement mieux si une autre personne se trouvait avec lui. Un humain peut très bien se sentir seul, mais sans en souffrir. Le degré d'anxiété détermine le degré de la souffrance. Se sentir isolé génère aussi un sentiment d'urgence chez la personne qui en souffre, car elle a peur que ce qui lui manque lui soit refusé ou devienne inaccessible ou non disponible au moment où elle le souhaite. Ce qui se cache derrière la sensation d'isolement est le fait que celui qui en souffre se ferme inconsciemment à la chose ou à la personne qu'il désire tant auprès de lui. Il ne s'ouvre pas pour recevoir ou accepter la dite chose ou la personne par peur de ne pouvoir y faire face. Il a également peur des émotions que toute cette attention pourrait lui faire vivre. On remarque facilement ce comportement parmi les nombreuses personnes qui sabotent leur propre bonheur.
Aussitôt qu'une relation devient plus intense, elle s'arrange pour mettre un terme à celle-ci. La personne dépendante pleure facilement, surtout lorsqu'elle parle de ses problèmes ou de ses épreuves. Dans ses pleurs, on peut sentir qu'elle accuse les autres de la laisser tomber lorsque surviennent tous ses problèmes ou ses maladies. Elle accuse même Dieu de l'abandonner. Elle pense avoir une bonne raison. Elle ne réalise pas qu'elle laisse elle-même souvent tomber les autres. Elle ne se rend pas compte non plus du nombre de projets qu'elle laisse tomber en cours de route. Son ego lui joue encore une fois des tours, comme à nous tous d'ailleurs. Le dépendant a besoin de l'attention et de la présence des autres, mais il ne s'aperçoit pas du nombre de fois où il ne fait pas aux autres ce qu'il veut qu'on lui fasse. Il aimera par exemple s'asseoir seul pour lire un livre, mais il ne voudra pas que son conjoint le fasse. Il aime aller seul à certains endroits lorsque c'est son choix, mais se sentira abandonné et délaissé si son conjoint agit pareillement. Il se dira « Ça y est, je ne suis pas assez important pour qu'elle m'emmène avec elle ». Il est difficile aussi pour une personne dépendante de ne pas être invitée à une réunion ou à une rencontre quelconque, alors que, logiquement, elle aurait dû y être. Elle vit une grande tristesse, un sentiment d'abandon et de manque d'importance. Le dépendant a l'habitude de s'accrocher physiquement à la personne aimée. Enfant, la petite fille s'accroche à son père et le petit garçon à sa mère. En couple, le dépendant s'appuie contre l'autre ou lui tient la main ou le touche fréquemment. Debout, il cherche à s'appuyer sur un mur, une porte ou autre chose. Même assis, il a de la difficulté à se tenir droit. Il appuie son bras sur le dossier ou il s'écrase dans la chaise. Dans tous les cas, il a de la difficulté à se tenir droit. Il appuie son bras sur le dossier ou il s'écrase dans la chaise. Dans tous les cas, il a de la difficulté à se tenir droit. Son dos est porté à basculer vers l'avant. Lorsque tu vois quelqu'un qui recherche beaucoup d'attention dans une réunion publique, regarde son corps et tu verras qu'il y a du dépendant en lui. Pour ma part, je remarque lors de mes ateliers qu'il y a toujours des personnes profitant des pauses et des instants précédents et suivant l'atelier pour me poser une ou plusieurs questions en privé. Je constate que chaque fois que ces personnes portent le masque de dépendant, je leur demande la plupart du temps de poser leurs questions durant l'atelier, puisque ce sont de bonnes interrogations et que les réponses risquent d'intéresser les autres participants. Quand l'atelier recommence, elles négligent souvent de les poser. Ce qui les intéressait, c'était l'attention que j'aurais pu leur donner en privé. Il m'arrive de conseiller à ces personnes une thérapie en privé pour obtenir ainsi toute l'attention qu'elles désirent. Cependant, cette solution a ses limites puisqu'elle risque d'alimenter la blessure plutôt que de la guérir. Une autre façon d'attirer l'attention est d'occuper une fonction publique où ils ont accès à un large auditoire. Beaucoup de chanteurs, comédiens, acteurs ou autres travailleurs du domaine artistique qui sont regardés par un large public sont des dépendants. Ils se sentent bien dans n'importe quel rôle de vedette. En consultation privée, le dépendant est le type le plus apte à faire du transfert avec son thérapeute. Il recherche en effet le support non reçu d'un parent ou d'un conjoint chez son thérapeute. Une amie psychologue m'a raconté qu'un jour, un client lui a fait une crise de jalousie quand elle lui a annoncé qu'elle se ferait remplacer par un collègue durant ses 2 semaines de vacances avec son mari. Elle s'est ainsi aperçue que son client avait fait un transfert sur elle. Après vérification, c'était un dépendant. J'en profite pour avertir tous ceux qui font un travail en relation d'aide d'être particulièrement vigilants au risque de transfert lorsque leur client souffre d'abandon. Le dépendant est une personne qui fusionne facilement avec les autres, ce qui le porte à se sentir responsable du malheur et du bonheur des autres, comme il croit que les autres sont responsables de son bonheur ou de son malheur. Une personne
Fusionnelle, appelée aussi une personne psychique, ressent les émotions des autres et elle se laisse envahir facilement. Ce désir de fusion engendre beaucoup de peur, pouvant même mener jusqu'à l'agoraphobie. Voici la définition de l'agoraphobie dans mon livre Ton corps dit aime-toi. Cette phobie est une peur maladive des espaces libres et des endroits publics. Elle reste la plus répandue des phobies. Les femmes y sont 2 fois plus sensibles que les hommes. Beaucoup d'hommes cachent leur agoraphobie sous l'alcool. Ils aiment mieux devenir alcooliques plutôt que d'avouer leur grande peur incontrôlable. L'agoraphobe se plaint souvent de vivre de l'anxiété et surtout de l'angoisse au point de paniquer. Une situation angoissante entraîne chez l'agoraphobe des réactions physiologiques, palpitations cardiaques, étourdissement, tension ou faiblesse musculaire, transpiration, difficultés respiratoires, nausées, incontinence, etc., qui peuvent mener à la panique, des réactions cognitives, sentiment d'étrangeté, peur de perdre le contrôle, de devenir fou, d'être humilié publiquement, de s'évanouir ou de mourir, etc. Et des réactions comportementales, fuite des situations anxiogènes et évidemment tout lieu qui lui paraît éloigné de l'endroit ou de la personne sécurisante dont il a besoin. La majorité des agoraphobes souffrent d'hypoglycémie. La peur et les sensations que l'agoraphobe ressent sont excessivement fortes au point même de lui faire éviter les situations d'où il ne peut s'enfuir. C'est pour cette raison que l'agoraphobe doit se trouver quelqu'un de proche qui devient sa personne sécurisante avec qui sortir et un endroit sécurisant où se réfugier. Il y en a même qui finissent par ne plus sortir du tout. Il se trouve toujours une bonne raison. En fait, les catastrophes anticipées ne se produisent jamais. La plupart des agoraphobes ont été très dépendants de leur mère étant jeunes et se sont sentis responsables soit de son bonheur, soit de l'aider dans son rôle de mère. L'agoraphobe peut s'aider émotionnellement en réglant sa situation avec sa mère. Les 2 grandes peurs de l'agoraphobe sont la peur de mourir et la peur de la folie. Après avoir rencontré des agoraphobes dans presque tous les ateliers que j'ai animés depuis de nombreuses années, j'ai pu faire une synthèse intéressante au sujet de l'agoraphobie, ce qui en a aidé plusieurs centaines. Ces peurs viennent de l'enfance et elles ont été vécues dans l'isolement. Un foyer propice à développer l'agoraphobie est lorsqu'il y a eu des décès ou bien de la folie chez des proches. Il se peut aussi que l'agoraphobe ait lui-même failli mourir étant jeune ou que la peur de la folie ou de la mort de quelqu'un ait été véhiculée dans le milieu familial. Cette peur de mourir chez l'agoraphobe est vécue à tous les niveaux, bien que celui-ci ne s'en rende pas vraiment compte. Il ne se croit pas capable de faire face à un changement dans quelque domaine que ce soit, car cela représenterait une mort symbolique. C'est pourquoi tout changement lui fait vivre de grands moments d'angoisse et accentue son degré d'agoraphobie. Ces transitions peuvent être le passage de l'enfance à l'adolescence, puis de l'adolescence à l'âge adulte, de célibataire à marié, un déménagement, un changement de travail, une grossesse, un accident, une séparation, la mort ou la naissance de quelqu'un, etc. Pendant plusieurs années, ces angoisses et peurs peuvent être inconscientes et contenues. Puis un jour, lorsque l'agoraphobe en est rendu à sa limite mentale et émotionnelle, il ne peut plus se contenir et ses peurs deviennent conscientes et apparentes. L'agoraphobe a aussi une imagination débordante et incontrôlée. Il s'imagine des situations bien au-delà de la réalité et se croit capable de faire face à ces changements.
Cette grande activité mentale lui fait craindre la folie. Il n'ose en parler aux autres de peur de passer pour un fou. Il est urgent de réaliser que ce n'est pas de la folie, mais une trop grande sensibilité mal gérée. Si tu réponds aux critères mentionnés, sache que ce que tu vis n'est pas de la folie et que ça ne fait pas mourir. Tu t'es tout simplement trop ouvert étant jeune aux émotions des autres, en croyant que tu étais responsable de leur bonheur ou de leur malheur. Par conséquent, tu es devenu très psychique pour pouvoir être aux aguets et prévenir les malheurs en présence des autres. Voilà pourquoi tu captes toutes les émotions et les peurs des autres lorsque tu te trouves dans un endroit public. Le plus important pour toi est d'apprendre la vraie notion de responsabilité. Celle à laquelle tu as cru jusqu'à maintenant n'est pas bonne pour toi. Cette notion de responsabilité fait partie de tous les enseignements d'Écoute ton corps. J'ai constaté le caractère du dépendant chez la majorité des agoraphobes que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant. Si tu te réfères à la définition de l'agoraphobie, on y fait mention de la peur, de la mort et de la folie. Chez le dépendant, lorsque quelqu'un de cher décède, il vit un sentiment d'abandon. Il a de plus en plus de la difficulté à accepter la mort de qui que ce soit, car chaque mort vient réveiller sa blessure d'abandon et contribue à accentuer son degré d'agoraphobie. J'ai pu constater que la personne dont la blessure d'abandon prédomine a davantage peur de la mort, tandis que celle dont la blessure prédomine et la trahison a davantage peur de la folie. Je parle de la blessure de trahison au chapitre 5. La mère dépendante, étant fusionnelle, dépend beaucoup de l'amour de son enfant et fait tout pour qu'il sente qu'elle pense beaucoup à lui. L'amour des autres, surtout de leurs proches, soutient les dépendants. Ça les aide à se tenir debout. J'ai souvent entendu des personnes dépendantes me dire « Je ne peux pas supporter une situation où quelqu'un ne m'aime pas. Je vais tout faire pour arranger la situation. » Lorsqu'un dépendant affirme « Il est important que tu m'appelles pour me donner de tes nouvelles », en réalité, il veut dire « Quand tu m'appelles, je me sens important. » Il a à tout prix besoin que les autres le fassent sentir important et le prennent en considération, car il ne peut y arriver par lui-même. Quand le dépendant est en contact avec les problèmes que sa dépendance engendre, il souhaite à ce moment devenir indépendant. Se croire indépendant devient une réaction très courante chez les personnes dépendantes et elles aiment beaucoup dire aux autres à quel point elles se trouvent indépendantes. Cependant, cela ne fait qu'accentuer et cacher la blessure d'abandon puisqu'elle n'est pas soignée. Par exemple, une personne dépendante, homme ou femme, peut ne pas vouloir d'enfant sous prétexte de vouloir garder son indépendance. Cela cache souvent, chez l'homme dépendant, la peur de ne plus recevoir toute l'attention de sa conjointe s'il y avait un enfant présent dans la famille. La femme dépendante, elle, aura plutôt peur de se sentir étouffée par toutes les obligations qu'un enfant amène. Par contre, si elle veut en avoir, elle les préférera lorsqu'ils sont jeunes, au moment où ils sont le plus dépendants d'elle. Cela la fait se sentir plus importante. Le dépendant a intérêt à rechercher l'autonomie plutôt que l'indépendance. J'explique comment y arriver dans le dernier chapitre. Dans sa vie sexuelle, le dépendant a le même comportement. Il utilise souvent le sexe pour accrocher l'autre. Cela se voit surtout chez la femme. Lorsque la personne dépendante se sent désirée par l'autre, elle se croit ainsi plus importante. Parmi les 5 types, je dirais que c'est la personne ayant peur d'être abandonnée qui aime le plus le sexe. Elle en veut souvent plus que son conjoint et il n'est pas rare de remarquer que ceux et celles qui se plaignent de manquer de sexe sont ceux qui souffrent de la blessure d'abandon et qui portent un masque de dépendant. S'il arrive à la femme dépendante de ne pas désirer faire l'amour, elle ne le dira pas à son conjoint. Elle préférera faire semblant d'avoir le goût car elle ne veut pas
manquer une occasion de se sentir désirée. J'ai même connu quelques femmes qui ont accepté de vivre dans un ménage à trois, tout en sachant que leur mari faisait l'amour à l'autre dans l'autre chambre. L'homme dépendant, pour sa part, fera semblant de ne pas savoir que sa femme a un amant. Ces personnes vont choisir d'endurer ce genre de situation plutôt que d'être abandonnées. Ce n'est certainement pas leur préférence, mais elles sont prêtes à tout pour ne pas perdre leur conjoint. Suite à ce qui est mentionné dans ce chapitre, il va de soi que la blessure d'abandon affecte notre façon de communiquer. Les peurs du dépendant qui l'empêchent de communiquer clairement et de faire ses demandes sont les suivantes. Peur de pleurer ou peur de passer pour un bébé. Peur que l'autre parte, que l'autre ne soit pas d'accord et ignore ce qui est dit ou demandé, de se faire dire non, de se faire refuser, de ne pas être soutenu comme il s'attend, de ne pas répondre aux attentes de l'autre. Si tu te vois dans ces peurs, voilà un bon moyen pour découvrir que tu n'es pas toi-même et que c'est ta blessure d'abandon qui prend le dessus. Au niveau de l'alimentation, le dépendant peut manger beaucoup sans prendre de poids, comme son attitude intérieure générale, et de ne jamais en avoir assez, c'est aussi le message que son corps reçoit lorsqu'il mange. Son corps réagit donc en conséquence. Lorsqu'une personne mange, ne serait-ce que très peu, en pensant qu'elle mange encore trop, son corps reçoit ce message et réagit comme s'il y en avait trop. Cette personne se voit donc prendre du poids. Dans le chapitre précédent, j'ai mentionné que le fuyant a tendance à devenir anorexique. Mais le dépendant, lui, a plus tendance à devenir boulimique. Mes observations me portent à conclure que lorsqu'un homme dépendant est boulimique, c'est qu'il tente de se nourrir de sa mère, tellement elle lui manque. Lorsque la boulimie se manifeste chez une femme dépendante, c'est plutôt son père qui lui manque. Lorsque ces personnes n'ont pas de substitut aux parents manquants, c'est alors qu'elles font un transfert sur la nourriture. Le mot « bouffer » est d'ailleurs très présent dans leur langage. Elles diront par exemple « Mon enfant me bouffe toute mon énergie » ou « Mon travail me bouffe tout mon temps ». Le dépendant préfère les aliments mous aux aliments durs. En général, il aime aussi beaucoup le pain, qui est le symbole de la terre nourricière. Il va manger lentement pour faire durer le plaisir et l'attention, surtout lorsqu'il est en compagnie d'autres personnes. D'ailleurs, les personnes dépendantes n'aiment pas manger seules, surtout à l'extérieur. De plus, comme elles ont de la difficulté avec le mot « laisser », elles ne voudront rien laisser dans leur assiette. Tout cela se fait de façon inconsciente. En ce qui a trait aux maladies, le dépendant est renommé pour avoir été un enfant souvent malade, faible ou chétif. Voici différentes maladies sujettes à être développées par les personnes souffrant de la blessure d'abandon. L'asthme. L'asthme est une maladie où l'expiration devient difficile et pénible. Au plan métaphysique, cette maladie indique que cette personne prend plus qu'elle ne devrait et ne redonne qu'avec beaucoup de difficultés. Les problèmes de bronches se trouvent aussi présents, car elles ont un lien métaphysique avec la famille. Lorsque le dépendant souffre d'un problème aux branches, cela indique qu'il a l'impression de ne pas recevoir assez de sa famille, qu'il en dépend trop. Il a intérêt à croire qu'il a une place dans sa famille plutôt que de faire des pirouettes pour arriver à le croire. À cause de sa partie psychique fusionnelle, le dépendant s'attire des problèmes de pancréas, hypoglycémie et diabète, ainsi que des problèmes aux glandes surrénales. Tout son système digestif demeure fragile parce qu'il croit ne pas être nourri adéquatement, même si ce manque n'a aucun rapport avec le plan physique. Bien que le manque se situe au plan affectif, son corps physique étant le reflet de son psychisme, reçoit le message de ce manque. La myopie. La myopie est aussi très fréquente chez les dépendants. Elle représente la difficulté à voir plus loin, reliée à la peur de l'avenir et surtout de faire face à l'avenir seul.
Le dépendant qui alimente beaucoup sa partie victime peut en arriver à souffrir d'hystérie. On dit en psychologie que la personne hystérique est semblable à l'enfant qui craint d'être privé du lait nourricier et abandonné. Voilà pourquoi elle montre bruyamment ses émotions. Plusieurs dépendants finissent par souffrir de dépression lorsque leur blessure fait trop mal et qu'ils perçoivent leur impuissance à se sentir aimés comme ils le désireraient. C'est aussi une façon d'obtenir de l'attention. La personne dépendante souffre de migraines parce qu'elle s'empêche d'être elle-même. Elle bloque son « je suis ». Elle fait trop de pirouettes pour être ce que les autres veulent qu'elle soit ou elle vit trop dans l'ombre des personnes qu'elle aime. De plus, j'ai remarqué que c'est le dépendant qui se retrouve le plus souvent avec des maladies rares, qui demandent de l'attention particulière ou des maladies dites incurables. Je te rappelle que lorsque la médecine qualifie une maladie d'incurable, elle nous annonce que, en réalité, la science n'a pas encore trouvé une cure. Les maladies et malaises précités peuvent aussi se manifester chez des personnes aux prises avec les autres types de blessures, mais il semble beaucoup plus courant chez les personnes souffrant d'abandon. Si tu te vois dans la blessure d'abandon, je te rappelle que cette blessure a été réactivée ton parent du sexe opposé et continue à l'être par toute autre personne du sexe opposé. Il est donc tout à fait normal et humain d'en vouloir à ce parent ou à ces personnes. Je répète ici ce qui est écrit dans la plupart de mes autres livres. Tant qu'on continue à en vouloir à un parent, même inconsciemment, nos relations avec toutes les autres personnes du même sexe que ce parent se rendent difficiles. De plus, je te suggère de vérifier et tu découvriras que ce parent a vécu la même blessure avec son parent du sexe opposé, c'est-à-dire son parent du même sexe que toi. Les mêmes blessures se répètent de génération en génération, ce qui explique aussi le phénomène de l'hérédité, et ce, tant et aussi longtemps que la roue du karma ne sera pas arrêtée en vivant nos relations dans l'amour véritable. Souviens-toi que la principale cause d'une blessure chez qui que ce soit vient de son incapacité à se pardonner ce qu'elle se fait à elle-même ou qu'elle a fait subir aux autres. Il lui est difficile de se pardonner car en général, elle ne s'aperçoit même pas qu'elle s'en veut. Plus la blessure d'abandon est importante, plus cela signifie que tu t'abandonnes toi-même, c'est-à-dire te laisser tomber, ou que tu abandonnes d'autres personnes, des situations ou des projets. Nous reprochons aux autres tout ce que nous faisons nous-mêmes et nous ne voulons pas voir. C'est la raison pour laquelle nous attirons autour de nous des personnes qui nous montrent ce que nous faisons aux autres ou à nous-mêmes. Un autre moyen pour devenir conscient que nous nous abandonnons ou que nous abandonnons une autre personne est la honte. En effet, nous vivons un sentiment de honte lorsque nous voulons nous cacher ou dissimuler un comportement. Il est normal de trouver honteux d'avoir des comportements que nous reprochons aux autres. Nous ne voulons surtout pas qu'ils découvrent que nous agissons comme eux. Il devient donc important et urgent de tout régler avec nos parents, puisque c'est ainsi que nous cesserons de reproduire le même genre de situation. Même les scientifiques en médecine et en psychologie ont constaté et admis la perpétuation de génération en génération de certains comportements ou maladies destructives. Ils ont reconnu qu'il existe des familles de diabétiques, de cardiaques, de cancéreux, d'asthmatiques et aussi des familles de violents, d'incestueux, d'alcooliques, etc. Si tu reconnais en toi les caractéristiques du dépendant, bien que tu ne crois pas avoir manqué d'attention de ton parent du sexe opposé et qu'au contraire, tu admets en avoir reçu beaucoup, voici ce qui a pu se passer. L'attention reçue ne correspondait peut-être pas à celle que tu aurais voulu. Tu t'es peut-être même senti étouffé par cette attention. Je peux citer en exemple mon fils aîné chez qui la blessure d'abandon demeure présente dans son corps d'adulte. Cet enfant fut pourtant celui
parmi mes 3 enfants qui a eu le plus de mon attention étant jeune, puisque ne travaillant pas à l'extérieur, j'étais à la maison avec lui. Par contre, j'étais trop rigide et sévère avec lui dans des situations qui, selon lui, ne justifiaient pas cette attitude. Je ne le lâchais pas, je surveillais tout ce qu'il faisait parce que j'aurais voulu en faire un humain parfait selon ma notion de perfection. Je comprends aujourd'hui que ce n'était pas du tout le genre d'attention qu'il désirait. Il a donc vécu la blessure d'abandon et je trouve normal qu'il m'en ait voulu lorsqu'il était jeune. Je réalise aujourd'hui que cette expérience faisait partie de son plan de vie et que nous avions à comprendre des choses ensemble. Il avait besoin d'une mère comme moi pour faire son processus de pardon face à l'abandon. Et il me fallait un fils comme lui pour m'aider à compléter des choses avec mon père. J'en parlerai davantage dans le chapitre traitant la trahison. Les lois spirituelles expliquent que tant qu'un humain n'aura pas vécu une expérience dans l'amour, il devra revenir sur Terre pour revivre la même expérience. On revient avec les mêmes âmes, même dans des rôles différents. Tout ça pour se donner une chance de résoudre définitivement ce que nous n'avons pas réglé dans nos vies précédentes. N'oublie pas que les caractéristiques et les comportements décrits dans ce chapitre sont présents seulement lorsqu'une personne souffrant d'abandon décide de porter son masque de dépendant, croyant ainsi éviter de souffrir d'abandon. Selon la gravité de la blessure et l'intensité de la douleur, ce masque peut être porté très peu ou très souvent. Les comportements propres aux dépendants sont dictés par la peur de revivre la blessure d'abandon. Par contre, il est probable que tu te reconnaisses dans certains comportements et non dans tout ce que j'ai écrit. Il est presque impossible pour une personne de s'identifier dans tous les comportements mentionnés. Toutes les blessures ont chacune leur comportement et attitude intérieure respective. Ces façons de penser, de sentir, de parler et d'agir reliées à chaque blessure indiquent donc une réaction à ce qui se passe dans la vie. Une personne en réaction n'est pas centrée, ne se trouve pas dans son cœur et ne peut pas être bien ou heureuse. Voilà pourquoi il est si utile d'être conscient des moments où tu es toi-même ou en réaction. Ce faisant, il devient possible pour toi de devenir maître de ta vie au lieu de te laisser diriger par tes peurs. Ce chapitre a pour but de t'aider à devenir conscient de la blessure d'abandon. Si tu te vois dans la description du masque de dépendant, le dernier chapitre contient toutes les informations dont tu auras besoin pour guérir cette blessure et redevenir toi-même, sans croire que la vie est remplie d'abandon. Si tu ne te vois pas dans celle-ci, je te suggère de vérifier auprès de ceux qui te connaissent bien s'ils sont d'accord avec toi. J'ai déjà mentionné qu'il est possible d'avoir seulement une petite blessure d'abandon. En tel cas, tu ne posséderais que certaines des caractéristiques. Je te rappelle qu'il est important de te fier d'abord à la description physique, car le corps physique ne ment jamais, contrairement à nous qui pouvons nous faire croire facilement. Si tu reconnais cette blessure chez quelques personnes dans ton entourage, tu ne dois pas essayer de les changer. Utilise plutôt ce que tu apprends dans ce livre pour développer plus de compassion pour eux, pour mieux comprendre leur comportement réactif. Il est préférable qu'ils lisent eux-mêmes ce livre s'ils démontrent un intérêt en ce sens, plutôt que de tenter de leur expliquer le contenu dans tes mots. Caractéristiques de la blessure d'abandon. Éveil de la blessure entre 1 et 3 ans avec le parent du sexe opposé. Manque de nourriture affective ou du genre de nourriture désirée. Masque dépendant. Corps long, mince, manque de tonus, affaissement, jambes faibles, dos courbé, bras semblent trop longs et pendent le long du corps, partie du corps tombante ou flasque. Yeux grands, tristes, regard qui tire. Vocabulaire absent, seul, je ne supporte pas,
Je me fais bouffer, on ne me lâche pas. Caractère, victime, fusionnel, besoin de présence, d'attention, de support et surtout de soutien. Difficulté à faire ou à décider quelque chose seul. Demande conseil et ne le suis pas nécessairement. Voix d'enfant. Difficulté à se faire dire non, à accepter un refus. Tristesse, pleure facilement, attire la pitié. Un jour joyeux, un jour triste. S'accroche physiquement aux autres. Psychique, vedette, recherche l'indépendance, aime le sexe. Plus grande peur, la solitude. Alimentation, bon appétit, boulimique, aime les aliments mous, mange lentement. Maladies possibles, dos, asthme, bronchite, migraine, hypoglycémie, agoraphobie, diabète, glande surrénale, myopie, hystérie, dépression, maladies rares qui attirent davantage l'attention, maladies incurables.